Bien, Monsieur Corne, bienvenue. Sachez que vous avez devant vous des chefs d'entreprise adhérents au MEDEF et à la CPME des Hautes-Pyrénées, que parmi eux, nous avons surtout invité les membres du conseil d'administration des deux structures, ainsi quelques personnalités qui nous représentent dans différentes institutions, différents mandats. Et il nous est apparu important qu'ils vous écoutent et qu'ils puissent éventuellement partager avec les chefs d'entreprise des Hautes-Pyrénées vos propos. Oui. Ce qu'on n'a pas dit au départ, c'est que nous avons invité les candidats les plus importantes de formation. Donc je remercie M. Corne, puisqu'il représente la France Insoumise et il se plie à l'exercice. Nous avions aussi invité les deux représentants du Rassemblement national, du Front national, qui n'ont pas souhaité participer au débat ce soir. Vous êtes peut-être étonnés de ne pas les voir, mais parce qu'ils ont décliné l'invitation à la dernière minute. Donc M. Corne, je lance le chronomètre, mais ne vous pressez pas. On vous donne le temps qu'il faut. Merci à vous. Oui, bon, je vais peut-être me présenter d'abord brièvement. Donc, je m'appelle Grégory Corne, j'ai 41 ans. J'habite à Montléon-Magnoac. Je suis enseignant au lycée de Lannemezan, où j'enseigne donc les lettres modernes, et donc candidat sur la 2e circonscription des Hautes-Pyrénées pour cette nouvelle union populaire, écologique et sociale. Voilà, donc moi je suis pas venu vous raconter d'histoire, je vais pas être exhaustif sur toutes les thématiques qui ont été proposées. Je vais essayer de vous donner comment dire, les grandes orientations qui seront effectivement les miennes si je suis élu sur la circonscription. Bon, et d'abord peut-être pour répondre aussi à un certain nombre de prévenances qui pourraient être les vôtres, moi je voudrais prendre le contrepoint des représentations traditionnelles qui font percevoir finalement les intérêts de la gauche et des entrepreneurs comme antagonistes. Bon, à mon avis, il n'en est rien. On a des intérêts communs, à l'évidence. Moi, je fais partie d'une famille politique qui est une famille humaniste, profondément républicaine, et qui vise l'intérêt général. Voilà ce qu'on vise. Et il me semble que de ce point de vue, on partage quand même cette préoccupation. De toute façon, la justice sociale, la concorde, elle est bonne pour tout le monde, y compris pour l'économie. Elle est absolument nécessaire. Bon. Pour nous, l'économie doit être au service de l'intérêt général. Et donc, il nous faut chercher un équilibre dans la société, entre les différents partenaires, et également en rapport avec notre environnement, sans quoi, de toute façon, rien ne sera possible. Et rien d'économique ne sera possible non plus. Or, aujourd'hui, très clairement, cette harmonie qu'on recherche tous, elle est menacée. Et il faut en avoir conscience et il faut le dire. Moi, c'est vraiment un discours réaliste que j'entends apporter ici. Elle est menacée d'abord par l'urgence écologique. Et je pèse mes mots et je vais rappeler quand même quelque chose. Et là, je me place du côté de la science et de la rationalité. Le GIEC nous donne 3 ans pour agir d'une manière ferme. Sans quoi, eh bien, les phénomènes auxquels on assiste, qui ont commencé dès maintenant, de sécheresse, de pénurie d'eau, comme on le voit ici aussi, de catastrophes climatiques qui vont de plus en plus nombreuses et qui vont entraîner des déplacements de population et qui vont nous mener d'une manière ou d'une autre dans le chaos. Bon, alors on sait que ce phénomène est maintenant irrémédiable. Le phénomène de réchauffement a déjà commencé, mais on peut le limiter. Comment? Eh ben, en canalisant nos modes de production et nos modes de consommation. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. C'est-à-dire que il y a plus tellement de personnes aujourd'hui qui sont climato-sceptiques. Tout le monde admet ce fait-là. Donc il nous faut agir sur ces 2 plans et ce de manière ferme. Et pour ça, l'analyse que je fais moi avec les gens de ma famille politique, c'est que il faut sortir finalement des logiques qui ont été celles qui nous ont amenés dans cette situation. Et cette logique-là, c'est une logique essentiellement de mondialisation. La mondialisation néolibérale détruit de fait notre économie et notre environnement. Donc il nous faut sortir de cette logique qui en plus est mauvaise pour les peuples avec le dumping social. Je pense qu'on est tous d'accord aussi pour faire ce diagnostic-là. C'est-à-dire qu'en fait, une mise en concurrence des droits sociaux entre les différents pays, qui entraîne en plus un bilan écologique désastreux. Et donc voilà, ce qu'il nous faut, c'est limiter drastiquement l'émission des gaz à effet de serre et prendre des mesures d'adaptation dès maintenant de notre économie. Tout le monde est d'accord sur ce fait-là. Et donc ça va impliquer effectivement un certain nombre d'adaptations, mais qui doivent être d'une certaine manière très rapides et assez radicales. Donc dans ce cadre, la seule réponse possible, c'est celle du protectionnisme, et qui soit un protectionnisme écologique.
qui est le seul modèle de toute façon soutenable à long terme. Et d'ailleurs, la crise récente du Covid nous l'a rappelé. On ne doit pas dépendre des autres États pour nos productions essentielles. On s'est trouvé dans une situation où lorsque la crise a éclaté, eh bien, finalement, il était déjà trop tard pour relocaliser la production. Donc, on a bien dû faire avec. Et on s'est retrouvé, finalement, dépendant de pays, y compris pour nous fournir du Doliprane ou des masques en tissu. Donc, ça a été quand même un bon révélateur de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Bon, très clairement, on ne doit pas dépendre des autres pays pour nous chauffer, pour nous nourrir, pour, d'une certaine manière, tous nos besoins élémentaires. Donc, cette relocalisation, que j'appelle de mes voeux, très clairement d'un lot de Pyrénées, eh bien, elle implique d'anticiper. Il faut anticiper cette transition. Donc, je vais parler des secteurs clés, effectivement, de l'économie locale, du tourisme, de l'industrie et de l'agriculture. Concernant le tourisme, ça a été dit déjà par mes prédécesseurs, donc je partage effectivement ce point de vue. Il faut aller progressivement vers un tourisme 4 saisons. De toute façon, on n'a plus le choix, c'est une adaptation à la réalité. Donc, un tourisme 4 saisons qui soit aussi ouvert à tous, qui soit un tourisme populaire, et donc à milieu des projets hors sol auxquels on assiste encore. Ce qu'il faut, c'est sortir du court-termisme. En fait, lorsqu'on voit les choses d'année en année, très clairement, on est dans le déni. Et on est dans le mensonge, et y compris par rapport, et même surtout par rapport aux entrepreneurs que vous êtes, qui ont besoin d'avoir quand même une vue à long terme. Quand on parle de planification, d'ailleurs, j'ai vu que le vocabulaire nous a été repris par la majorité actuelle, ce qui est une très bonne chose à mon avis. Eh bien, ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut protéger la ressource, il faut anticiper les phénomènes qui, de toute façon, sont irrémédiables, et donc, eh bien, il faut s'y adapter, et ce, d'une manière claire. Par exemple, protéger l'eau. Moi, je veux le dire clairement, ça veut dire arrêter avec les canons à neige. Et arrêter avec les canons à neige, eh bien, ça veut dire effectivement aller rapidement vers une restructuration des activités de tourisme en montagne. Et il y a plein de choses à faire de ce point de vue-là. On peut inventer effectivement 1000 choses. Il y a 1000 alternatives pour un tourisme qui soit un tourisme écologique et social, qui donne à voir aussi les milieux, la biodiversité, mais tout en la préservant. Concernant la relocalisation de nos activités, je vais aussi parler de l'industrie locale. On va avoir besoin d'industries de pointe dans la bifurcation écologique, en particulier pour la production des énergies vertes. Et là, on a de quoi faire sur le territoire. On a quand même pas mal de fleurons industriels, par exemple concernant le ferroviaire. Nous, on est pour un redéploiement du ferroviaire. On sait qu'on doit avoir une réflexion collective sur le transport aérien qui est fortement émetteur de gaz à effet de serre. On l'a d'ailleurs au niveau national, et évidemment ça va impacter aussi ici notre territoire. Donc on est pour un vaste plan de développement du ferroviaire. Alstom, c'est 900 emplois. On pense à Cave-Bagnères avec aussi la ligne Tarbes-Bagnères qui va se redéployer, et c'est une excellente chose. On peut penser aussi à tout ce qui est de l'ordre de l'industrie chimique, qui, là aussi, met en œuvre un savoir-faire dont on va avoir besoin dans la bifurcation écologique. Donc, on peut penser à Arkema, Imerys, Ferropem, toutes les entreprises sous-traitantes d'Airbus. Bon, il faut évoquer le sujet. En fait, ce sont des entreprises qui disposent toutes de secteurs recherche et développement, qui sont aussi autant de laboratoires d'innovation potentiels pour le développement des technologies vertes. Donc, c'est-à-dire que dans le cas de la bifurcation écologique, on va aussi pouvoir proposer un tremplin pour que ces entreprises-là, après avoir eu une réflexion générale sur le transport aérien, puisque sans doute il va falloir aller en déclinant progressivement, eh bien puissent retrouver des moyens de maintenir leur activité d'une autre manière. Et il y a plein d'autres fleurons industriels. Il y a le pôle céramique, il y a SCT, Boostec, Palexica, etc., qui sont autant d'entreprises de pointe qui vont servir aussi dans la grande planification écologique qu'on va mettre en place. Associé à ça, il y a un certain nombre de laboratoires de recherche appliquée en lien avec ces industries d'avenir. Je pense au CIMES, par exemple, le Centre d'ingénierie mécanique matériaux surface, CRTSI, le Centre de ressources compétences sur les composites innovants. Bref, il va falloir accompagner, il va falloir développer tous ces centres et leur donner les moyens d'aller vers justement une transition, d'aller vers une recherche d'autres débouchés aussi pour ces entreprises-là. Quelques mots sur l'agriculture. Nous, ce qu'on veut très clairement, et là je le dis encore une fois sans langue de bois,
on veut développer une certaine forme d'agriculture. On veut développer essentiellement l'agriculture biologique. Alors, on en prend bien le chemin sur la région Occitanie. En Haute-Pyrénées, ça avance. On a encore des progrès à faire sur ce sujet. On veut mettre fin à l'utilisation du glyphosate, et ce de manière immédiate, tout en accompagnant évidemment les agriculteurs qui l'utilisent encore aujourd'hui. Et on veut privilégier un secteur agricole qui soit basé sur des circuits courts, donc ça fonctionne très bien. Il y a pas mal de débouchés, on le voit en lien par exemple avec les cantines scolaires, avec une restauration locale, et une gestion évidemment qui doit être une gestion parcimonieuse de la ressource en eau. Mais là aussi, je crois que c'est une préoccupation qu'on partage tous ici, on y a tous un intérêt. La deuxième grande urgence qu'on ne peut pas écarté dès lors qu'on s'inscrit dans un temps long et qu'on accepte finalement de voir la réalité actuelle du pays, c'est l'urgence sociale. Le constat, il est indéniable. On a 10 millions de pauvres en France. 10 millions de pauvres. Nous sommes plus que jamais dans un état d'urgence sociale. On l'a vu au moment du Covid, qui a agi comme un révélateur. Tout le monde a en tête les grandes files d'attente de gens qui finalement allaient chercher à manger. On assiste à une détresse alimentaire dans ce pays riche. C'est quand même insupportable. Et encore une fois, ça menace la concorde. Et la concorde, elle est à la base du vivre ensemble et de toute notre économie également. Donc c'est quelque chose qu'il faut soigner. Il faut essayer de trouver des solutions pour lutter contre ce délabrement général de la société. En plus, on voit avec l'augmentation des prix et l'inflation galopante qu'entraîne une baisse du pouvoir d'achat, qui va entraîner une situation de précarité pour des millions de gens, il va falloir trouver des moyens, des leviers pour réduire les inégalités de revenus, réduire les inégalités des conditions de vie. Ce sont des mesures de salubrité publique qu'il va falloir prendre. Nous, ce qu'on prône, ce sont des mesures qui sont des mesures de bon sens. Alors, ce sont des mesures qui peuvent faire peur, peut-être au premier abord, mais qui en réalité sont tout à fait chiffrées et tout à fait efficaces. La première chose, c'est le blocage des prix, on le dit, sur les produits de première nécessité. C'est quelque chose qui a déjà été fait, qui a été fait très récemment. Par exemple, pendant la crise Covid, on l'a fait pour certains produits. Je pense en particulier aux gels hydroalcooliques. On a bloqué le prix parce qu'il y avait une nécessité. Là, on estime que dans la situation d'urgence dans laquelle on est, avec l'inflation à laquelle on assiste, un des leviers, c'est le blocage des prix sur les produits de première nécessité. À La Réunion, ils le font déjà. Ils le font et ça se passe très bien. Vous avez des représentants des producteurs, des consommateurs, de l'État, donc de la préfecture, qui s'entendent sur un prix juste qui est bloqué sur un panier de biens essentiels qui est décidé en commun. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien. Deuxième mesure, phare, le SMIC à 1 500 €. SMIC à 1 500 €, alors d'abord pourquoi ? Parce que c'est une mesure de justice sociale, pour commencer. Et puis ça s'inscrit aussi dans un cadre général qui est un cadre du choc de la demande. C'est-à-dire qu'il s'agit de relancer la consommation populaire. On sait que lorsqu'on augmente le SMIC, les gens qui sont payés au SMIC, leur argent, ils vont essentiellement le dépenser dans des activités qui sont pas des activités qui sont délocalisables. Donc c'est bon pour l'emploi. C'est bon pour l'emploi localement. Ça remplit les carnets de commandes. Ça remplit les carnets de commandes de nos artisans et de nos producteurs locaux. Donc ça amène à une redynamisation de l'économie. Alors évidemment, on a conscience que ce cercle vertueux, il se met pas en place du jour au lendemain et que dans l'intervalle, on va aider en particulier les petites entreprises qui seraient bien incapables de verser supplément de salaire dans un premier temps. Il y aura une aide et puis on peut imaginer aussi des systèmes vertueux de solidarité entre les entreprises avec par exemple une caisse de péréquation qui permet de faire en sorte que les grandes entreprises payent davantage de cotisations que les petites et ainsi on assiste à un rééquilibrage dans un premier temps jusqu'à arriver à la redynamisation économique qui sera due au choc de la demande qu'on va mettre en place. Et puis après tout, ce sera bien légitime parce que je rappelle quand même que les entreprises du CAC 40 ont versé 80 milliards d'euros à leurs actionnaires l'an dernier. Bon, au passage. Dernier point pour lutter contre l'urgence sociale, c'est pérenniser les services publics. Oui, les services publics garantissent, d'abord, on est dans un système républicain, tout le monde doit avoir un accès aux droits essentiels, à la formation, à la santé, au transport, aux moyens de communication, au logement, à la culture. Et là, à cet égard, nous, on est clairement pour remailler tout ce qui a été détruit pendant plusieurs quinquennats, là, de gestion néolibérale. Et ce sera bon pour tout le monde. Ce sera bon aussi pour les entrepreneurs, et ce, de manière claire. Les infrastructures qui viennent des services publics, je veux dire, elles sont utilisées par les entreprises. Si on n'a pas des routes en bon état,
si on n'a pas aussi des écoles pour former nos enfants d'abord, et puis les employés, nos collaborateurs, si on n'a pas des services de santé, si on n'a pas des services culturels et de logement qui font que l'ensemble des acteurs du tissu économique puissent s'y retrouver, en fait, personne n'est gagnant, personne ne s'y retrouve. Donc tout le monde a intérêt à développer les services publics. D'ailleurs, on croit faire des économies parfois sur les services publics en dégraissant, mais de toute façon, ce discours-là, on l'entend depuis longtemps et il est mis en œuvre en fait depuis des années. On voit bien que non seulement ça ne fonctionne pas, et en plus, au final, ça peut coûter beaucoup d'argent. Et là, si on rappelle l'actualité récente, je vous rappelle la fermeture d'un service à Tarbes qui très clairement met des vies en danger sur l'hôpital de Tarbes, où dorénavant, un Haut-Pyrénéen, une Haute-Pyrénéenne qui fait un AVC devrait être envoyé à Toulouse ou à Pau avec des risques très importants pour sa survie. Voilà, c'est ça la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui avec la politique qui a été menée. Je crois que personne peut accepter ça. La formation. Nous, on est évidemment pour un renforcement de la formation et en particulier, là, ça va vous intéresser, la formation professionnelle. On pense qu'il faut orienter la formation professionnelle en fonction des nouveaux besoins sur un temps long, là encore, c'est-à-dire des besoins qui sont liés à la bifurcation écologique en particulier. On va avoir besoin de formation de pointe dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs de l'industrie, et là, clairement, il nous faut renforcer les pôles déjà existants. On a quand même 6000 étudiants déjà dans les Hautes-Pyrénées, mais aussi développer de nouveaux pôles. Moi, je vous l'ai dit, je suis enseignant à Lannemezan. On a des besoins de personnel qualifié dans les domaines du tourisme, puisqu'il faut transformer le tourisme et continuer à le développer d'une autre manière, mais aussi donc de l'industrie, je l'ai dit, et de la santé, puisque nous sommes quand même sur un bassin de population qui est vieillissant et on sait qu'on va avoir besoin de ces formations-là. Donc voilà, nous de toute façon au niveau national, je sais gré à Romain Giralter d'avoir rappelé que c'était une élection nationale, donc moi je suis pas venu, alors certes on a conscience des enjeux locaux, mais globalement ce qui compte, je pense pour vous dans le discours d'un député, c'est de savoir dans quelle logique générale il va s'inscrire, et avec son groupe parlementaire, qu'est-ce qu'il va voter, parce qu'au final c'est ça, c'est le lieu d'un rapport de force, l'Assemblée nationale. Bon, donc moi je le dis clairement, on est pour une logique de plein emploi, mais qui va nécessiter un investissement public, mais qui est chiffré. Il est chiffré, et donc là on va passer à la dernière phase. Je pense que j'ai encore un petit peu de temps donc de mon exposé sur le financement des mesures. Donc après plus de 2 ans de pandémie et maintenant plusieurs mois de guerre en Ukraine, les grandes entreprises françaises, je vous l'ai dit, ont transféré plus de 80 milliards d'euros à leurs actionnaires, soit une hausse de 60% par rapport à l'année précédente. Je parle là de très grandes entreprises évidemment. Donc si ces entreprises-là évoquent alors un rattrapage de la période Covid, en réalité, il apparaît d'ores et déjà, et c'est un diagnostic qui est partagé, que les aides publiques, expliquent une partie de ces bénéfices records. Donc, on a assisté d'une certaine manière à un accaparement d'argent public par certains grands groupes. Et donc, nous, on le dit, c'est une mesure de justice sociale. On est pour taxer ces profiteurs de crise. Alors, en épargnant les TPE-PME et les entreprises locales. Bon. Autre manière de financer nos grandes mesures écologiques et sociales, rétablir l'ISF et aussi instaurer un impôt sur le revenu qui soit vraiment progressif. Actuellement, il y a 5 tranches. C'est un impôt qui est injuste. Et en plus, on assiste à des effets de seuil avec des basculements de tranche en tranche. Nous, on est pour un impôt vraiment progressif en 14 tranches. Et l'impôt sera rebâti sur un principe simple. Ceux qui ont plus cotisent plus, ceux qui ont moins cotisent moins. Et il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour la très grande majorité de la population, puisque sur notre chiffrage, en dessous de 4 000 € net mensuels, tout le monde paye moins. En conclusion, et pour résumer donc le projet politique que je porte pour l'Assemblée nationale, c'est-à-dire pour l'ensemble de la nation, et y compris les Hautes-Pyrénées, il s'agit de prendre en considération le réel, la réalité. La réalité, c'est le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, ça se règle par des mesures très fortes. Tous les scientifiques sont d'accord. On assiste de toute façon là à une lame de fond qui dépasse largement la région, l'État, l'Europe. On est sur quelque chose de mondial qui implique d'anticiper, de planifier. Donc moi, je m'inscris dans une logique de temps long qui implique de relocaliser notre production. Et relocaliser la production, c'est une chance pour notre territoire.
Voilà, parce que on va retrouver un regain d'activité et en plus sur des activités qui seront vertueuses et qui iront pour le bien commun et dans le sens de l'intérêt général. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie. Parfait, parfait. Merci d'être venu.